Tu sais, il y a des phrases qu'on n'oublie jamais, celles qui te frappent comme un coup de poing. Même des années plus tard, elles continuent de résonner dans ta tête, encore et encore. Eh bien, la mienne, elle est venue de mon propre fils. C'était un dimanche comme les autres. Enfin, c'est ce que je croyais. La lumière du matin entrait doucement par la fenêtre de la cuisine. L'odeur du café frais se mélangeait à ce silence tranquille que j'aimais tant. J'étais là, les mains autour de ma tasse, profitant du moment. Quand il est arrivé, pas de bonjour, des pas rapides, le téléphone collé à sa main. Il a ouvert le frigo, pris un verre de jus, et il a lâché, comme si de rien n'était. Tu ne sers à rien, juste ça, sec, froid, comme si c'était une évidence. J'ai ri, un petit rire nerveux, automatique, juste pour éviter le malaise. Mais à l'intérieur, j'ai senti quelque chose se briser. On n'a jamais eu une relation parfaite. On n'est pas du genre à se prendre dans les bras tous les jours, ou à se dire « je t'aime » au petit-déj. La vie a toujours été remplie de soucis, de responsabilités, et je me suis fait à l'idée qu'il grandirait un peu distant. Mais l'entendre dire ça, avec ce ton-là, c'était comme s'il me disait que je ne valais vraiment rien à ses yeux. Le reste de la journée, j'ai fait semblant. J'ai préparé le déjeuner, rangé le jardin, lavé la vaisselle. Mais dans ma tête, ça tournait en boucle. Tu ne sers à rien. Et chaque fois que je repensais à ces mots, ils pesaient un peu plus. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque ride sur mon visage, chaque cicatrice, chaque callosité sur mes mains, raconte une histoire qu'il ignore. Des nuits blanches, des repas sautés pour qu'il puisse manger, des factures que je ne savais pas comment payer, mais que j'ai payées quand même. Je ne lui ai jamais raconté, peut-être par fierté, ou peut-être parce que je pensais qu'il le devinait. Cet après-midi-là, quand il est parti voir ses amis, je suis resté seul dans le salon. Le silence semblait plus lourd que d'habitude. Mon regard s'est posé sur une vieille boîte en bois, au fond de l'étagère. Dedans, il y a toute une partie de ma vie qu'il ne connaît pas. Des papiers, des photos, des lettres, et autre chose. Quelque chose qui, un jour, lui ferait comprendre que je n'étais pas l'homme inutile qu'il voyait. Mais pas maintenant. Il devait apprendre à voir les choses par lui-même. La vie enseigne mieux que les mots. Pourtant, ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas de la colère, ni de la vengeance. C'était une certitude. La certitude que, tôt ou tard, la vérité se montrerait à lui. Et quand ce moment arriverait, il ne prononcerait plus jamais ces mots. Ce que je ne savais pas, c'est que ce moment approchait à grands pas, et quand il arriverait, il changerait non seulement son regard sur moi, mais aussi sur l'amour, la famille, et sur ce qui compte vraiment dans cette vie. Je crois que tout a commencé bien avant qu'il ne naisse, peut-être même avant que je rencontre sa mère. Il y a des choses que les enfants ne peuvent pas deviner, et que, parfois, les parents préfèrent garder pour eux. À 20 ans, je n'avais pas grand-chose. Un petit boulot dans un atelier mécanique au bout d'une ruelle étroite, un salaire qui disparaissait presque aussitôt qu'il arrivait, et des rêves que je cachais au fond de ma poche. Je vivais au jour le jour, sans plan précis, juste avec l'idée que le lendemain finirait bien par s'arranger. Puis, un soir, le téléphone a sonné. Une voix grave, hésitante, et une phrase qui m'a figé. « Je suis désolé. Ton père est parti. On n'était pas proches, lui et moi. Il avait ses démons, ses absences, ses silences pesants. Mais l'idée qu'il ne soit plus là, ça m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Peu de temps après, j'ai appris qu'il me laissait quelque chose. Une ferme isolée, délabrée, plantée au milieu de nulle part, et des dettes qui semblaient impossibles à combler. Les voisins disaient que c'était une cause perdue. Mes amis me conseillaient de vendre, de tourner la page. Mais il y avait cette voix en moi, discrète mais tenace. Ne la vends pas, pas encore. Alors j'y suis allé, seul. Un sac sur l'épaule, quelques billets en poche, et beaucoup plus de courage que de bon sens. Les premiers mois ont été rudes. Les nuits glaciales dans une chambre aux murs fissurés. L'odeur de poussière et de bois humides. Les fuites dans le toit qui me réveillaient au milieu de la nuit. Et pourtant, chaque coup de marteau, chaque planche remplacée, chaque mètre de terrain nettoyé, c'était comme si je reconstruisais quelque chose de plus grand que la ferme elle-même. Puis elle est arrivée. Marie, une lumière dans un endroit où tout semblait éteint. On s'est rencontrés au marché, près d'un stand de fleurs. Elle avait ce sourire
Pas celui qu'on fait par politesse, non. Un sourire qui dit « Je te vois ». Avec elle, la ferme a changé. Pas seulement physiquement, mais dans son âme. Elle a planté des fleurs autour de la maison, peint les volets en bleu et rempli les pièces de musique et d'odeurs de cuisine. Petit à petit, on a commencé à avoir quelque chose. Un potager, quelques animaux et surtout, un foyer. Quand notre fils est né, on avait encore peu de moyens. Mais il ne manquait jamais de rien. On se privait, oui, souvent. Mais voir ses yeux briller valait tout l'or du monde. Les années ont filé. La ferme s'est transformée. Les terres ont pris de la valeur. Les récoltes ont augmenté. Et même si nous restions modestes, nous n'étions plus dans la survie. Puis, un matin, Marie est partie, sans prévenir. Un vide est resté, immense. Depuis ce jour, j'ai porté seul ce que nous avions construit à deux. Mon fils ne sait pas tout ça. Pour lui, cette ferme est juste un vieux terrain, loin de tout. Il ignore que cette terre vaut aujourd'hui des millions, et qu'un jour, elle sera à lui. Ce jour approche, et avec lui, la vérité. Le temps, il file sans prévenir. On croit qu'on a tout le temps du monde pour dire les choses, pour rattraper une distance, pour montrer qui on est. Et puis, un jour, on se rend compte qu'on a peut-être laissé passer trop d'occasions. Mon fils, je l'ai vu changer sous mes yeux. Petit, il courait partout dans la ferme, les bottes trop grandes pour lui, un sourire qui lui mangeait le visage. Il posait 1000 questions. Pourquoi le ciel est bleu? Comment les graines deviennent des plantes? Est-ce que les poules comprennent ce qu'on leur dit? Et moi, j'adorais répondre, même quand je n'avais pas vraiment la réponse. Puis les années ont passé, les questions ont diminué. Les écouteurs ont remplacé nos conversations. Les écrans ont remplacé nos balades dans les champs. Et moi, j'ai continué à travailler, pensant que mon amour se voyait dans chaque repas préparé, dans chaque vêtement acheté, dans chaque facture payée. Je n'ai pas vu que, dans son regard, je devenais invisible. Et puis, il y a eu ce dimanche, cette phrase « Tu ne sers à rien », courte, tranchante. Elle a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Je ne lui ai rien dit. Mais à partir de ce jour, j'ai su que je ne pouvais pas le laisser continuer à croire ça. Pas en me défendant avec des mots, mais en lui laissant découvrir un jour qui j'étais vraiment et ce que j'avais fait pour lui. Alors j'ai commencé à préparer ce jour, en silence. J'ai trié mes papiers, remis de l'ordre dans les vieux classeurs, rangé soigneusement les documents de propriété de la ferme. J'ai fait appel à un notaire pour actualiser l'évaluation des terres. Et quand j'ai vu le chiffre, j'ai dû m'asseoir. 29 700 000 €. Tout ça pour un terrain qu'il croit inutile. Je me suis souvenu des hivers glacials, où je devais casser la glace avec une hache pour que les bêtes puissent boire. Des étés brûlants, passés à réparer les clôtures sous un soleil qui me brûlait la peau. Des récoltes ratées à cause de la pluie. Et des nuits blanches à chercher comment payer les dettes. Et malgré tout, chaque matin je repartais. Parce que je savais que je ne travaillais pas seulement pour moi. Un soir, alors que je rangeais la vieille boîte en bois, celle qui contient toute l'histoire, il est entré dans la pièce. Il m'a observé quelques secondes. « C'est quoi ça ?» J'ai refermé doucement. Rien d'urgent, juste des souvenirs. Il a haussé les épaules et est reparti, les yeux rivés sur son téléphone. À ce moment-là, j'ai compris que la vérité ne devait pas être servie sur un plateau. Il faudrait que ce soit un choc, une évidence qui s'impose à lui. Et ce choc allait arriver plus vite que prévu. Parce qu'un événement inattendu, quelque chose que ni lui, ni moi n'avions vu venir, allait forcer cette boîte à s'ouvrir, et avec elle, tous les secrets qu'elle contient. Tout a commencé un matin d'hiver. Le ciel était d'un gris lourd, presque métallique, et le vent s'engouffrait dans chaque fissure de la maison. Je m'étais levé avant l'aube, comme toujours, pour nourrir les bêtes. L'air gelé me brûlait les poumons à chaque respiration. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Une fatigue inhabituelle, comme si chaque pas pesait une tonne. En rentrant, j'ai dû m'appuyer contre la table. Les mains tremblaient, le souffle court. J'ai pris mon téléphone et appelé le médecin. Ma voix sonnait étrangère, faible. 1 heure plus tard, je me retrouvais sur un lit d'hôpital, des machines bipant doucement autour de moi. Mon fils était là, debout près de la porte, les bras croisés, l'air inquiet mais silencieux. Le médecin a jeté un coup d'œil aux résultats et m'a dit d'un ton ferme. « Vous devez éviter tout effort intense. Votre cœur vous le réclame. Sur le chemin du retour,
La voiture semblait plus silencieuse que d'habitude. Mon fils fixait la route, les mains crispées sur ses genoux. Moi, je pensais, c'est peut-être le moment. En arrivant à la ferme, je n'ai pas retiré mon manteau. Je suis allé directement dans le salon. J'ai tiré la vieille boîte en bois de l'étagère. Elle était plus lourde que dans mon souvenir. Ou peut-être était-ce moi qui me sentais plus faible. « Assieds-toi », lui ai-je dit. Il a obéi, mais je voyais bien dans ses yeux qu'il se demandait ce qui se passait. J'ai ouvert la boîte. Une odeur de papier ancien, mêlée à celle du bois, s'est échappée. Tout était là. Des photos jaunies, aux bords cornés. Marie, jeune, les cheveux attachés à la va-vite, un bouquet de fleurs dans les bras. Moi, tenant un bébé qui dormait contre ma poitrine. Des lettres écrites à la main, certaines tachées de larmes, des factures payées avec des retards, mais toujours payées. Et, tout en dessous, les papiers de la ferme. Je les ai posés devant lui. Il a commencé à les feuilleter, distrait, puis ses yeux se sont arrêtés nets sur un chiffre. Il a froncé les sourcils, s'est penché, comme pour s'assurer qu'il avait bien lu. C'est quoi ça? C'est ce que vaut cette terre aujourd'hui, ai-je répondu. Il est resté figé, les lèvres entr'ouvertes. Mais comment? Alors, je lui ai tout raconté. Le début, dans la misère. Les hivers glaciaux où je me levais avant le soleil pour casser la glace dans les seaux. Les étés brûlants passés à réparer les clôtures, la sueur coulant jusque dans mes yeux. Les récoltes perdues à cause d'orages imprévus. Et toujours, la peur de tout perdre. J'ai parlé de Marie, de sa force, de la façon dont elle avait transformé la ferme en foyer, de la promesse silencieuse que je m'étais faite le jour où elle est partie. Continuer, pour nous trois. Pendant que je parlais, son visage changeait. Les lignes de dureté disparaissaient. Ses yeux brillaient. Je voyais le petit garçon d'autrefois réapparaître derrière le jeune homme fermé qu'il était devenu. Quand j'ai fini, il est resté un moment sans rien dire. Puis il a déposé les papiers sur la table avec précaution. Je ne savais pas, murmura-t-il. Et moi, je n'ai rien répondu. Parce que, parfois, le silence en dit plus que les mots. Les jours qui ont suivi, quelque chose avait changé. Pas de façon spectaculaire. Pas comme dans ces films où tout se règle d'un coup. Non, c'était plus discret, plus vrai. Mon fils ne se mettait pas soudain à tout me raconter, mais il y avait autre chose dans son regard. Moins de dureté, comme une curiosité nouvelle. Il restait plus souvent à la maison, s'installait parfois dans la cuisine pendant que je préparais le café. Il ne disait pas grand-chose, mais je le surprenais à jeter un coup d'œil vers la vieille boîte en bois, posée sur le buffet. Un après-midi, je l'ai trouvé assis à la table, un album photo ouvert devant lui. Il tournait les pages doucement, comme si elles pouvaient se briser. « C'est toi là ?» a-t-il demandé en montrant une photo de moi jeune, couvert de poussière, tenant un marteau. « Oui, c'était le jour où j'ai réparé le toit pour la première fois. » Il a hoché la tête, l'air pensif. Petit à petit, des conversations sont revenues. Sur la ferme, sur sa mère, sur les années difficiles. Il posait des questions simples, mais je sentais qu'il essayait de comprendre. Vraiment. Un soir d'hiver, on s'est retrouvés tous les deux sur le perron, avec une tasse de thé chaud entre les mains. La nuit était silencieuse, à part le vent qui faisait craquer les branches. « Dis, tu te souviens de la première fois que tu m'as emmené nourrir les poules ?» J'ai souri. « Oui, tu avais 4 ans. Tu avais peur qu'elles te picorent les doigts. » Il a ri doucement. J'avais oublié, mais en revoyant la photo, tout est revenu. Ces petites discussions sont devenues régulières. Parfois juste quelques phrases, parfois de longues soirées à parler du passé. Et puis, un dimanche matin, j'ai eu une surprise. Je l'ai trouvé dehors, en train de réparer une clôture cassée. Il portait mes vieux gants, couverts de terre. « Je voulais t'aider », a-t-il simplement dit. Ce jour-là, quelque chose s'est relâché dans ma poitrine. Ce n'était pas une simple aide physique. C'était un geste, un pont tendu. Les semaines suivantes, il m'a accompagné pour nourrir les animaux, m'a aidé à trier les outils dans la grange. Il n'était pas toujours là, mais il revenait. Et chaque fois, je sentais qu'il posait un regard différent sur tout ça. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, il m'a dit « Papa, merci, juste ça. » Mais c'était assez pour moi. Et je me suis dit que le plus bel héritage, ce n'était pas les millions. C'était cette deuxième chance qu'on nous offrait,
à lui et à moi. Le printemps est arrivé presque sans prévenir. Après les longs mois froids, la ferme semblait respirer à nouveau. Les champs se couvraient d'un vert tendre, les pommiers laissaient éclore leurs premières fleurs blanches. L'air sentait la terre mouillée et les herbes sauvages. Je travaillais près du vieux pommier, ajustant une barrière tordue par les vents d'hiver, quand j'ai entendu des pas derrière moi. « Tiens, j'ai apporté ça. » Il me tendait un verre d'eau fraîche, de petites perles glissant le long du verre. J'ai pris une gorgée, un geste simple. Mais c'était la première fois depuis des années. Il est resté là, à côté de moi, sans rien dire. On a repris le travail ensemble. Le bruit régulier du marteau, le craquement du bois, le chant lointain des oiseaux, tout semblait s'aligner. À un moment, j'ai levé les yeux vers lui. Le soleil jouait dans ses cheveux. Ses mains, déjà un peu marquées, ressemblaient aux miennes, à son âge. J'ai vu, dans cette image, quelque chose qui m'a serré la poitrine. La continuité. Plus tard, on est monté jusqu'au champ du haut. De là-haut, on voyait toute la vallée. La lumière dorée de la fin du jour recouvrait les collines, et un vent doux faisait onduler les herbes. Il s'est arrêté. « C'est beau ici », a-t-il dit. J'ai juste hoché la tête, mais à l'intérieur, j'avais envie de lui dire qu'il n'y avait pas que le paysage. On est resté là, un long moment, à écouter le froissement de la nature. Puis, sans me regarder, il a soufflé. « Tu crois que je pourrais apprendre ?» J'ai pris mon temps avant de répondre. J'ai tendu un outil vers lui. Il l'a pris sans hésiter. Les jours suivants, il revenait de plus en plus. Parfois pour m'aider à réparer une clôture, parfois juste pour marcher dans les champs. On parlait peu. Mais dans ces silences, il y avait plus que dans toutes nos conversations passées. Un soir, je l'ai trouvé dans la grange. Il était assis sur une botte de foin, tenant une vieille photo de sa mère. Il la regardait comme on regarde un trésor. Quand il m'a vu, il l'a reposée doucement, presque avec respect. L'été est arrivé avec sa chaleur écrasante. On travaillait le matin, puis on s'asseyait à l'ombre du grand chêne. Un après-midi, alors que je m'étais assoupi, j'ai senti une main se poser sur la mienne. Pas un geste appuyé, juste une présence. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose s'était vraiment reconstruit. Le soir, on est rentrés ensemble. La lumière du couchant glissait sur les champs comme un dernier adieu au jour. En franchissant le seuil, il s'est tourné vers moi. Il a ouvert la bouche. Puis, il s'est contenté de sourire. C'était suffisant. Les premières pluies d'automne arrivèrent, sans prévenir, glissant sur les toits comme un murmure discret, presque timide. C'était une pluie fine au début, un voile léger qui adoucissait les contours du paysage. Les champs, encore gorgés de la lumière d'été, se teintaient de brun et d'ocre, et chaque goutte semblait laver un peu plus les dernières traces de chaleur. L'air sentait la terre humide, mélangée à l'odeur du bois mouillé et de la fumée qui s'échappait des cheminées au loin. Ce matin-là, il apparut plus tôt que d'habitude, comme si la pluie l'avait poussé à chercher refuge ici. Il portait un vieux manteau de laine, beaucoup trop grand pour lui, dont les manches couvraient presque ses mains. Ses bottes, tachées de boue, laissaient derrière elles une traînée sombre sur le sol de la grange. Il ne dit rien en entrant, se contenta de secouer la capuche et de poser un sac sur une table bancale. « T'es déjà là ?» dis-je, surpris par sa ponctualité inhabituelle. Il hocha la tête, évitant mon regard. La pluie, elle m'a réveillé tôt. Et puis, j'avais envie d'aider aujourd'hui. On commença par réparer les outils laissés à l'abandon. Le métal froid glissait dans nos mains et parfois, le bruit sec d'un coup de marteau venait briser le silence. Je le surprenais souvent à m'observer du coin de l'œil, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose que je ne disais pas. Ses gestes étaient maladroits, mais appliqués, et j'avais l'impression qu'il apprenait autant à manier une clé à molette qu'à mesurer le poids du silence entre nous. À un moment, la pluie se fit plus forte, tambourinant sur le toit de tôle, avec une régularité hypnotique. On s'assit sur une vieille caisse, près de l'établi. Il tira de son manteau une petite boîte en fer cabossée, l'ouvrit et en sortit 2 biscuits secs. Il m'en tendit un. Je les gardais depuis un moment, mais je crois qu'on les appréciera mieux ici. On mangea en silence, écoutant le martèlement de l'eau. Puis, sans prévenir, il se mit à parler. Pas de lui, pas directement. Il raconta l'histoire d'un homme qui avait quitté sa maison, convaincu qu'il trouverait ailleurs quelque chose de meilleur. Cet homme avait traversé des villes, travaillé dans des ports, dormi sous des ponts,
connu la faim et le froid. Et un jour, fatigué, il avait décidé de revenir. Mais la maison n'était plus tout à fait la même. Et lui non plus. Sa voix était basse, presque couverte par la pluie. Pourtant, chaque mot résonnait comme un aveu voilé. Je savais que cette histoire, c'était la sienne, même si aucun nom n'avait été prononcé. Quand il termina, il releva les yeux vers moi. « Tu crois que certaines portes restent ouvertes, même après longtemps ?» Je pris le temps de répondre. « Certaines, oui, mais elles ne mènent jamais à la même pièce qu'avant. » Il resta pensif, fixant le sol mouillé de ses bottes. La pluie continuait de tomber, obstinée, comme si elle voulait sceller ce moment dans une bulle. En fin d'après-midi, nous sortîmes ensemble. L'air était plus frais, chargé de cette odeur métallique que la pluie laisse derrière elle. Le ciel, déchiré par endroits, laissait passer de timides rayons de lumière qui faisaient scintiller les flaques. Il leva les yeux vers ses trous éclairs, un demi-sourire aux lèvres. « Demain ça séchera, dit-il. On pourra travailler le champ du bas. » Et pour la première fois, il disait « on », comme si ça avait toujours été le cas. L'hiver arriva d'un seul coup, comme si quelqu'un avait tiré un voile blanc sur le monde. Un matin, en ouvrant la porte, j'eus l'impression que tout avait été figé pendant la nuit. Les champs, les arbres, les clôtures, tout semblait immobile, enveloppé dans un silence presque irréel. La neige, épaisse et poudreuse, absorbait les sons. Même le vent, d'habitude si bavard, semblait avoir perdu sa voix. À l'intérieur, la maison devenait un refuge. Le poêle ronronnait, crachant par moments des étincelles dorées. On passait plus de temps à nourrir ce feu qu'à parler. La chaleur qu'il dégageait semblait être notre seule certitude au milieu de cet hiver si dense. Un matin, en me réveillant, je constatais que la neige tombait encore, plus fine, mais continue. J'ouvris la porte, et c'est là que je le vis. Il était dehors, emmitouflé dans plusieurs couches de vêtements, traçant lentement un chemin dans la neige avec ses pas. De là où j'étais, je pouvais voir qu'il ne marchait pas au hasard. Il avançait, reculait, tournait sur lui-même, comme s'il dessinait quelque chose de précis. Intrigué, je décidai de le rejoindre. Le froid me saisit immédiatement, coupant ma respiration. Mes bottes s'enfonçaient dans la neige, produisant ce craquement sec qui résonne dans l'air glacé. Quand j'arrivai à sa hauteur, il me fit signe de regarder en arrière. Derrière nous, dans l'étendue immaculée, se dessinait une forme maladroite, mais reconnaissable. Un cercle. Un cercle presque parfait, malgré les irrégularités laissées par ses pas. « C'est nous », dit-il simplement, la voix étouffée par son écharpe. Je restai un moment à observer ce cercle, essayant d'en saisir le sens. Il n'expliqua pas davantage, mais je compris que, pour lui, ce symbole avait plus de poids que des mots. Un cercle, sans début ni fin, fermé, mais complet. Les jours qui suivirent furent encore plus froids. La neige durcissait, et nos tâches se limitaient à dégager les chemins, vérifier que la grange tenait bon sous le poids accumulé. Parfois, on sortait juste pour marcher, nos souffles formant des nuages devant nous. Ces promenades silencieuses avaient quelque chose de rassurant, comme si le simple fait d'avancer côte à côte suffisait à réchauffer l'air autour de nous. Une nuit, alors que la tempête faisait rage dehors, il se leva et alla s'asseoir près de la fenêtre. Je le rejoignis, et ensemble, nous regardâmes la neige tomber sous la lumière orangée du lampadaire. Les flocons semblaient ralentir en approchant du sol, comme s'ils hésitaient avant de se poser. « Quand j'étais petit, dit-il enfin, je croyais que chaque flocon avait une histoire, et que quand il touchait la terre, il la racontait. » Je souris. « Et maintenant ? Maintenant, je crois que certaines histoires disparaissent avant d'être entendues, mais pas toutes. » Il ne me regarda pas en disant ça. Pourtant, je savais qu'il ne parlait pas vraiment des flocons. Quand la neige commença à fondre, laissant apparaître des touches de terre sombre, je remarquai que notre cercle avait disparu. Il ne restait plus aucune trace, comme s'il n'avait jamais existé. Mais étrangement, je n'éprouvais pas de tristesse. Peut-être parce que je savais qu'il le referait un jour, ou que, d'une certaine manière, il était toujours là, invisible, mais présent. Le printemps revint presque un an jour pour jour après cette matinée où il m'avait tendu un verre d'eau fraîche, comme une offre timide de paix. Mais cette fois, l'air avait quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement la saison qui renaissait, c'était lui, et peut-être moi aussi. Les champs, encore humides des dernières neiges fondues,
se couvrait déjà d'une fine couche de vert tendre. Les bourgeons gonflaient sur les branches, prêts à éclater. Les oiseaux, que nous n'avions pas entendus depuis des mois, remplissaient à nouveau l'air de leur chant précipité. Et au milieu de tout cela, ils se tenaient là, les mains dans les poches, observant la terre avec cette attention qu'on ne peut avoir que lorsqu'on s'y attache. « Regarde », dit-il un matin en se baissant. Les premières pousses. Je m'accroupis à côté de lui. Ses doigts touchaient à peine la tige fragile, comme s'il craignait de la briser. Il savait maintenant où planter, comment sentir l'humidité de la terre pour savoir si elle était prête. Je n'avais pas eu besoin de lui expliquer grand-chose. Il avait appris en observant, en imitant, en se trompant aussi. Mais plus que tout, il avait appris à écouter, pas seulement la nature, mais aussi les silences entre nous. Un soir, alors que nous rentrions du champ du haut, il s'arrêta près du vieux pommier. L'arbre était couvert de fleurs blanches, et l'air autour vibrait du bourdonnement des abeilles. Il posa sa main sur l'écorce rugueuse, ses doigts suivant les fissures comme on suit les lignes d'une vieille carte. « Quand j'étais gamin, j'avais peur des arbres morts, dit-il. J'avais l'impression qu'ils gardaient quelque chose, un secret. Et celui-ci ? Celui-ci, je crois qu'il a survécu à tout. » On resta là un moment, à regarder les pétales tomber doucement sur l'herbe. Puis il se tourna vers moi, un mélange de gravité et de douceur dans le regard. Je crois que je suis prêt. Je ne lui demandais pas prêt pourquoi. J'avais l'impression que la réponse se trouvait déjà dans le travail que nous avions accompli, dans chaque sillon tracé ensemble, dans chaque outil partagé. Peut-être voulait-il dire qu'il était prêt à rester, ou peut-être à partir autrement, cette fois sans fuir. Les jours suivants, il continua à travailler avec moi, mais il y avait dans ses gestes une assurance nouvelle. Il prenait des initiatives, proposait des changements, parlait d'agrandir le potager, de réparer la vieille cabane au bout du champ. Chaque soir, nous rentrions épuisés mais étrangement apaisés, comme si la fatigue physique lavait peu à peu d'anciennes blessures. Un matin, en arrivant à la grange, je trouvai sur l'établi un petit carnet. Sur la couverture, usée par le temps, il avait simplement écrit « Pour demain ». À l'intérieur, des croquis de plantation, des notes sur les récoltes et même des idées pour utiliser la vieille pompe à eau. C'était la première fois qu'il projetait quelque chose au-delà du jour présent. Le dernier soir de ce printemps-là, nous nous assîmes sur la colline derrière la maison. Le soleil se couchait lentement, inondant les champs d'or et de cuivre. Il sortit de sa poche un morceau de ficelle tressée, maladroitement noué en un petit cercle. Il me le tendit, pour remplacer celui dans la neige. Je pris la ficelle, la sentant rugueuse contre ma peau, et compris qu'il n'avait jamais oublié ce cercle-là, et moi non plus. Les jours passaient, et avec eux, une sensation étrange s'installait. Ce n'était pas seulement le travail qui nous liait, mais quelque chose de plus ancien, de plus invisible, comme un fil qui avait toujours été là, et que nous étions enfin en train de retendre. Un après-midi, alors que nous réparions la clôture près du ruisseau, il s'arrêta soudainement. Son regard était fixé sur l'eau qui coulait paresseusement entre les pierres. « Tu sais, » dit-il d'une voix basse, « j'ai toujours cru que certaines choses ne pouvaient pas être réparées. Qu'une fois cassées, elles restaient cassées. Je m'approchais, posant le marteau sur le sol. Et maintenant, il haussa les épaules. Maintenant, je me demande si c'est pas juste qu'on ne prend pas le temps. Ce soir-là, nous restâmes longtemps dehors, même après que la lumière se soit retirée des collines. Les grenouilles avaient commencé leur chant, et l'air sentait l'herbe fraîchement coupée. Je le vis lever les yeux vers le ciel, scrutant les étoiles comme s'il cherchait une réponse écrite quelque part là-haut. « Tu crois qu'on peut choisir où est chez soi ?» demanda-t-il enfin. « Oui, mais il faut parfois y arriver 2 fois. » Il eut un léger sourire, presque imperceptible, et hocha la tête. Les semaines suivantes, les signes se multiplièrent. Il ne venait plus seulement pour m'aider, il venait pour être là. Parfois, je le surprenais assis sur le perron, juste à regarder les collines, comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire. Il avait aussi commencé à parler aux voisins, à échanger des poignées de main, à offrir de petits services. Les regards méfiants des premiers temps se transformaient peu à peu en hochements de tête discrets. Un soir, il entra dans la maison avec une petite boîte en bois qu'il avait fabriquée lui-même. « Pour tes outils », dit-il simplement. À l'intérieur, soigneusement disposés, il avait placé les clous, les vis et les petites pièces métalliques que nous perdions toujours.
C'était un geste simple, mais je savais qu'il avait passé des heures à la faire. Le dernier jour de ce printemps-là, il se leva tôt. Quand je sortis, il était déjà dans le champ, la lumière dorée du matin accrochant ses épaules. Il se redressa en me voyant et, sans un mot, planta dans la terre un petit panneau en bois sur lequel il avait gravé « Notre champ ». Je restai un moment sans rien dire. Le vent léger faisait danser les brins d'herbe et quelque part, une alouette chantait. Je sus alors que, peu importe ce qui viendrait ensuite, quelque chose avait changé pour de bon.